Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Et Arthur, vous y êtes, messieurs et dames, nous y sommes. Mais avant de pouvoir ouvrir le micro à notre invité, très rapidement, certaines parutions dans les kiosques ce lundi. Il s'agit ici, en direct avec moi, le correcteur qui écrit Togo, le passeur est deux commis devant le tribunal ce lundi et mercredi. Au lendemain de la visite des facilitateurs à Lomé, des missions obscures de fort révélatrices du malaise présidentiel. Boukpessi, ridiculisé par Condé. Également, révélation contradictoire et chaud, malodorant du suffisant Nyonfam à l'Assemblée nationale, où sont passés les 14 milliards d'impôts du groupe Bolloré. Également, éducation, le statut particulier des enseignants, mythe ou réalité. Tokli, le jeune Anoumou, lui, tué par balle inhumé dans l'émotion et la consternation. Autre parution également dans les kiosques ce lundi, c'est Liberté, le quotidien privé qui écrit « Crise politique fort en opération déminage chez Bouhari avant l'arrivée de Macron. Loi de règlement 2014, 2015, 2017, des déficits croissants malgré des collectifs successifs. Que vaut encore la caution mécanique des députés? Également, adoption du statut particulier des enseignants, personnel de santé, greffiers, SAP, etc., toujours dans l'attente. L'Allemagne, de retour sur l'échiquier togolais, écrit la parution dont le directeur de publication est M. Médard Ametepe. Autre parution également dans le kiosque avec nous, il s'agit du libéral. Le libéral qui écrit 2 février devient adresse hôtel 2 février, plein feu sur le nouvel exploitant Emma et son partenaire Kelian Group. Pas de brouille diplomatique entre Lomé et Abuja. Également, sommet de l'UA à Nouakchott. En attraction, la corruption, les crises sur le continent. Également, en attendant sa feuille de route, un penchant de la CEDEAO pour les élections. Top confidentiel, violation du droit de réserve, des liaisons suspectes aux allures d'un complot entre un fonctionnaire de la représentation de l'Union européenne au Togo et une frange de l'opposition. Également en éditorial, la caravane du développement avance, écrit donc la parution. Le courrier de la République écrit « Apparence de sérénité trompe l'œil ». Fort convoqué au Nigeria par Bouhari, le président nigérian intraitable sur le cas fort. Les élections à tout prix, une obsession maladive à unir. CVJR, la tournée d'Awanana, l'appel des Togolais à une alternance politique. Nous voulons un renouvellement à la tête du pays, que cherche encore fort à la présidentielle de 2020. Curieux jusqu'au boutisme à unir, le suicide collectif sera-t-il évité? Également, 13 ans de règne, Monsieur le Président, les comptes ne sont pas bons. Russie 2018, quel bilan pour les équipes africaines? Voilà ce que écrit ou disons, c'est l'interrogation que pose l'apparition, le journal dans les kiosques ce lundi. Voilà tout pour les différentes parutions. Messieurs, dames, tout de suite, le débat. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victor FM. Monsieur Jerry Tama, président national du NET, encore une fois, bonjour. Bonjour. Et alors, j'espère que votre formation politique se porte bien. Oui, je crois que le NET se porte bien, aussi bien que peut se porter un parti d'opposition dans cette période montée au Togo. Mais le parti se porte bien. Alors, vous étiez en tournée en Europe récemment, il y a quelques semaines, disons quelques jours. Alors, était-ce une initiative du NET ou bien vous y étiez sur invitation des Togolais de la diaspora? Non, j'étais en déplacement privé. Vous savez, depuis maintenant 6 ou 7 ans qu'on est en politique, chaque fois qu'un membre du parti se déplace dans une capitale, qu'elle soit africaine
ou internationales en Europe, on met toujours à profit, hein, c'est une coutume, on met toujours à profit ces déplacements pour soit rencontrer les autorités diplomatiques ou les chancelleries en ce qui concerne l'Europe, la presse internationale quand c'est possible, et c'est toujours un plaisir de rencontrer nos compatriotes qui vivent dans ces pays-là pour échanger sur ce qui se passe au Togo. Donc c'est au cours d'un déplacement privé qui a un peu duré puisqu'on a fait plus de 2 semaines hors du pays. Donc c'est au cours d'un déplacement privé que nous avons mis à profit pour, bien entendu, concilier l'utile et peut-être l'agréable qui consiste à faire la politique au Togo. Ah voilà, et vous aviez rencontré un certain nombre de diplomates, notamment au niveau de l'Union européenne. Qu'est-ce qui était au centre de vos échanges? Nous avons eu 2 rencontres. Nous avons eu une rencontre à l'Union européenne et une autre rencontre au Quai d'Orsay. Pour d'une part refaire l'historique de la crise togolaise et puis parler surtout des approches de solutions que propose le net aussi à travers les centristes. Nous avons des propositions qui sont cohérentes, que je peux rappeler rapidement. La première proposition, c'est que le cadre électoral les élections sont la source de conflits dans notre pays. Et il est important qu'une amélioration profonde du cadre électoral permette aux Togolais de voter et de voir les résultats proclamés par la CENI conformes à leur choix dans les bureaux de vote. Donc l'amélioration du cadre électoral est très important. Le deuxième élément, c'est que nous ne pouvons pas continuer à être le seul pays de l'Afrique de l'Ouest où il n'y a ni limitation du mandat ni élection à 2 tours. Et donc les réformes constitutionnelles sont des éléments constitutifs de la crise togolaise et qu'il faut évacuer le plus rapidement possible. Le troisième élément, c'est que concernant la candidature ou non de M. Faure Gnassingbé aux élections de 2020, nous considérons que c'est un sujet qui peut être débattu de façon séparée des 2 premières questions. Et puis, à défaut de pouvoir régler ce problème, l'amélioration du cadre électoral devrait pouvoir permettre à l'opposition de gagner les élections de 2018, législatives de 2018, et donc une Assemblée nationale dominée par l'opposition lui permettrait de modifier les lois de façon à lui permettre de gagner les élections présidentielles 2020. Donc ça, c'est ce que nous avons expliqué d'une part, donc je l'ai dit à la responsable du desk Togo à l'Union européenne en Belgique et à la responsable du desk Togo du Quai d'Orsay à Paris. Ah, voilà. Et nous avons aussi eu l'occasion, bien entendu, de rencontrer des journalistes internationaux, RFI, France 24, TV5 Monde, Africa 24, à qui nous avons expliqué exactement les mêmes choses, même si pour l'Union européenne et la France, nous avons aussi insisté sur le rôle éventuel qu'ils peuvent jouer dans le processus électoral au Togo. C'est les Togolais qui font les élections, c'est eux qui votent. Mais il y a 2 insuffisances notoires qui ont été relevées. D'abord, c'est le cadre électoral, le découpage électoral en ce qui concerne les élections législatives, par exemple la transmission des résultats, et aussi la formation des agents électoraux. Parce que si vous n'avez pas des agents électoraux qui comprennent les fondements de leur mission, en réalité, vous retrouvez dans une situation où le travail au niveau même du bureau de vote est bâclé. Donc nous pensons que l'Union européenne, qui nous a déjà apporté une grande expertise dans le domaine électoral, notamment en 2007 et 2013, peut aussi pour poursuivre cette expertise-là, et la France qui a régulièrement été à nos côtés dans la formation et dans la préparation des élections, au moins à ces 2 niveaux, la transparence du scrutin et la formation des agents électoraux, nous pensons qu'ils peuvent nous apporter leur expertise, même si nous considérons que une élection au Togo est une affaire de Togolais. Ah oui, une élection au Togo est une affaire de Togolais, mais est-ce que, à votre entendement, au niveau des centristes, vous pensez qu'aujourd'hui, aller aux élections pourrait véritablement résoudre la crise? Mais écoutez, le problème, c'est que c'est comme la démocratie. Et la démocratie n'est pas le meilleur système politique, mais c'est celui qu'on a. Au même titre que si vous me posez la question si les élections résolvent la crise, non, les élections ne résolvent aucune crise au monde si les acteurs ne sont pas décidés à faire avancer leur pays. Dans certains pays, vous imaginez que en France, on a attendu jusqu'en 2008 avant de faire la limitation de mandat. Donc en réalité, c'est la préparation des citoyens à s'accepter et à faire en sorte que leurs dirigeants œuvrent pour le développement de leur pays. Sinon, les élections ne sont pas le meilleur système, la meilleure façon de désigner nos responsables, mais c'est le seul qu'on a. On n'a pas d'autre. Si vous en avez d'autres, vous le proposez, on le prend. Donc du moment où on n'a pas d'autre système de choix de nos dirigeants, c'est à nous maintenant de faire en sorte que les élections soient les plus transparentes possibles pour permettre aux populations de choisir dignement, clairement leurs dirigeants qui, en ce moment-là,
qui sont dépositaires d'un pouvoir dévolu par le peuple et respecteront le peuple. Donc c'est dans ce schéma-là que nous sommes. Les élections ne résolvent le problème nulle part, mais pour le moment, dans le système démocratique que nous avons choisi, les élections sont le seul mode de désignation de nos dirigeants et nous sommes obligés de nous y conformer. Alors, quand vous aviez porté tous ces messages aux vieux sur, disons, la connaissance de ces diplomates européens, même aux médias, alors vous étiez revenu à Bruxelles où vous avez tenté de rencontrer, disons, vous avez rencontré des Togolais de la diaspora. Étaient-ce vos militants? Non, écoutez, ça s'est pas passé comme ça. Chaque fois qu'on se retrouve, je l'ai dit, hein, c'est quelque chose qui est habituel. En fonction de l'endroit où nous nous retrouvons, on a des sympathisants et d'autres Togolais qui souhaitent échanger, parfois par curiosité, parfois pour mieux comprendre. Et donc, pour ce jour-là qui était, comme je l'ai dit, un peu long, il a été prévu 3 rencontres, une à Fribourg, une à Bruxelles, une à Paris, à la demande de certains de nos concitoyens qui ne sont pas forcément des militants. Il y a des sympathisants, mais il y a aussi des concitoyens, certains avec qui même d'ailleurs on échange régulièrement sur les réseaux sociaux en disant, écoutez, on aimerait bien comprendre votre position de centriste parce que je le comprends parfaitement. La question de centriste divise beaucoup beaucoup de personnes qui s'intéressent à la politique au Togo parce que nous avons toujours assisté depuis les années 46. Il faut peut-être le dire à ceux qui nous écoutent, à une bipolarisation de la classe politique togolaise. Donc, à l'invitation et à la demande de certains de nos compatriotes, nous avions donc prévu ces 3 rencontres. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, j'étais en déplacement privé, donc mes contingences privées ne m'ont pas permis d'organiser la rencontre à Fribourg. Et le 24 juin, donc, dernier, on s'est retrouvé à Bruxelles, comme je le précise, à l'invitation de certains de nos compatriotes. Mais, bien entendu, pour éviter de rencontrer les gens un par un, 2 par 2, nous avions pour faire court décidé de prendre une salle privée quelque part pour rencontrer ces compatriotes. Et voilà, mais cette réunion a tourné au vinaigre, on dirait, et puis vous avez été huillé, conspué même, avec des œufs pourris, etc. Que s'est-il passé exactement, M. Jerry Tama? Non, si j'avais été huillé, ça serait pas gênant, parce que si vous êtes un politicien, vous n'avez jamais huillé, il faut reposer des questions. Pour aller rapidement, c'est que avant de venir dans la salle, j'avais été informé quand même que la tension était très grande, parce qu'il y a des personnes qui étaient dans la salle et qui manifestement m'attendaient et voulaient en découdre avec moi. Mais personnellement, ça fait 6 ans que je fais la politique au Togo. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Je ne suis pas d'accord avec certaines personnes. Ça s'est toujours passé de façon peut-être violemment, de façon verbale, mais sans jamais en venir à des agressions physiques. Donc, je suis rentré dans la salle en disant à ceux qui m'accompagnaient et pour ceux qui m'avaient invité et qui, je dois le dire aujourd'hui ouvertement, m'avait recommandé même de ne pas venir tant la tension était forte, que je partirais si ça tournait au vinaigre. Donc du coup, j'ai passé 10 minutes à expliquer les 3 points de mon intervention, la crise politique togolaise, la proposition des centristes, et puis le rôle que peut avoir la diaspora, parce que la diaspora contribue à hauteur de près de 300 milliards à l'économie togolaise, et elle ne peut pas continuer à sous-traiter son engagement et son existence aux hommes politiques. Parce que nous, quand nous agissons aujourd'hui ici, nous ne pensons pas forcément aux Togolais de la diaspora. Donc j'ai fini ma présentation et puis on avait commencé à passer aux questions-réponses quand j'ai commencé à entendre des bruits d'explosion en réalité tout autour, parce que les premiers projectiles n'ont pas atteint les cibles. Il y en a beaucoup qui ont raté leurs cibles d'ailleurs. Et puis du coup, j'ai eu 2 impacts sur le corps. Et assez rapidement, il faut le reconnaître, d'autres personnes se sont interposées jusqu'à ce que, comme je l'avais promis, je quitte la salle. Ce n'est que plus tard que j'ai vu les vidéos sur ce qui s'est passé dans la salle. Vous avez quitté la salle Manu Militari? Non, je n'ai pas quitté. Si vous voyez, sur les vidéos qui ont été proposées, j'avais un sac que je tenais, j'ai repris mon sac, j'ai pris mes 2 portables qui étaient sur le truc que je suis sorti. Mais quand même, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous avez dit exactement qui a mis vos compatriotes dans cet état? Je vais vous dire 2 choses. Oui. La première, c'est que quand vous regardez les vidéos qui ont été publiées après, le caractère prémédité et planifié de cette agression ne fait plus aucun doute, puisque des gens ont pris le train depuis l'Allemagne,
ont acheté des œufs dans des supermarchés et ont dit qu'ils viennent en finir avec M. Djeritama. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je le précise encore, que mes propos tenus, par exemple, lors de l'interview que j'ai donnée à RFI, les propos que je viens de vous tenir aujourd'hui en disant que les élections ne sont pas le meilleur mode, mais si nous n'avons pas d'autre façon de réaliser l'alternance, il faut s'organiser pour gagner ces élections-là. Parce que le Togo n'est pas le seul pays en Afrique où il y avait un pouvoir, un régime vingtenaire ou bien trentenaire ou bien cinquantenaire, mais dont on est venu à bout par des élections, par une meilleure organisation de la classe politique. Donc ceci-là, je l'ai dit. J'ai entendu des gens dire que Djeritama aurait dit qu'il faut un seuil de mort. La masse critique de mort n'est pas encore atteinte. Je répète encore une chose. J'ai dit au Togo, pour atteindre l'alternance, il y a deux moyens. D'un côté, comme on l'a vu dans certains pays, c'est pas la manifestation de rue. Ça a été tenté. Et ça n'a pas été tenté que en 2000. Les gens n'ont pas découvert la manifestation de rue le 19 août. Les gens n'ont pas découvert la manifestation de rue en 2017. Ça a été tenté. Pour moi, la plus grande manifestation de rue, même au Togo, c'est le 12 juin 2012. Qui était la plus massive. Ça a été tenté, mais ça n'a pas marché jusqu'à ce jour. Et pour que ça marche, éventuellement, il faudrait, parce que aujourd'hui, c'est quand la communauté internationale se penche sérieusement sur un pays que, à la limite, on remet en cause les institutions. Il faudrait que les manifestations dégénèrent à un point que la communauté internationale se penche de façon sérieuse sur le cas togolais. Parce qu'actuellement, nous avons la Libye, nous avons l'Iran et l'Irak, nous avons la Syrie. Et que cette situation-là, nous ne la voulons pas au Togo, parce que ça ne sera au profit de personne. Nous avons connu des morts dans ce pays, à l'époque, avec l'UFC, et ces derniers temps, durant les 7 ou 8 mois de la crise, nous avons connu des morts, mais ces morts-là, en réalité, ces morts-là sont morts. Pourquoi? Donc, si nous ne pouvons pas, par la manifestation de rue, renverser les institutions, parce que, qu'on le veut ou non, il y a un appareil sécuritaire qui est suffisamment organisé pour faire échec à cette tentative. Aujourd'hui, la seule voie qui nous reste, c'est s'organiser comme le fait les oppositions de plusieurs pays africains pour venir à bout d'un pouvoir qui n'a comme moyen d'expression que la capture, la conservation et la conquête du pouvoir. Ça, je l'ai dit et je l'affirme. Donc, vous avez tenu ces propos que nous n'avons pas atteint le seuil critique, c'est pourquoi la communauté internationale ne peut nous soutenir. Nous ne l'atteindrons pas parce que ce n'est pas quelque chose qui est bien pour les Togolais. Nous ne pouvons pas demander aujourd'hui aux Togolais d'aller se faire tuer parce que nous voulons un changement de pouvoir. Nous avons testé, essayé les manifestations publiques. Elles ont été massives, elles ont été importantes, mais aujourd'hui, le pouvoir que nous avons en face est suffisamment enraciné pour résister à ces manifestations. Si nous pouvons faire sortir sur les 7 millions de Togolais, 3 millions, 4 millions, si nous pouvons faire en sorte que toutes les rues de Lomé, toutes les rues de Sokodé, de Kara, de Bafilo, d'Atapamé soient remplies de manifestants qui demandent le départ de Faure Gnassingbé, je ne suis pas sûr qu'il y restera. Mais si nous n'y arrivons pas, si aujourd'hui il faut reconnaître quand même que le parti au pouvoir a aussi ses sympathisants, ce qui est de bonne guerre d'ailleurs, c'est que la seule chose qui nous reste à faire, à défaut de réussir la bataille de la rue, c'est de devenir raisonnable et d'attaquer la bataille des urnes. Maintenant, après, si quelqu'un aujourd'hui peut vous faire sortir de son chapeau magique la solution pour faire partir M. Faure Gnassingbé de la rue, je vous ai dit, je l'ai dit à plusieurs reprises, je ferai mea culpa. Mais si ce n'est pas le cas, inutile de continuer à s'éterniser. Aujourd'hui, organisons-nous parce que, je le répète encore, nous ne sommes pas la seule opposition à affronter un pouvoir qui résiste. Beaucoup de pays, ça a été fait. Et il y a des stratégies à mettre en place pour le vaincre. Même si vous avez été, vous disiez tout à l'heure que c'était des actes planifiés, cette attaque préméditée contre vous, mais vous n'étiez pas venu aussitôt dans la salle et puis on a commencé les jets de pourri sur votre personne. Non, je vous explique. Ça veut dire que vous avez... Non, vous avez au moins présenté tout ce que vous aviez à dire avant. Je vous explique. Il y a eu la présentation. Oui. Et malheureusement, ce qui est un peu gênant dans cette scène, c'est qu'il y avait des gens qui étaient venus réellement pour nous écouter. Et donc, qui voulaient poser des questions. Et quand la séance de questions-réponses a commencé, il y a un monsieur qui est même représentant local d'un parti de l'opposition qui avait des questions à poser, commençait à poser des questions quand les jets de projectiles ont commencé. C'était d'autant plus déplorable que des gens s'étaient préparés à me poser des questions. Et je pense que c'est de bonne guerre. C'était pour
ça même d'ailleurs que je me suis déplacé sur Bruxelles, parce que nous avons un besoin de pédagogie. Nous, acteurs politiques, nous devons expliquer les choses aux gens, qui peuvent ne pas être de notre opinion, c'est de bonne guerre d'ailleurs. Mais nous devons pouvoir leur expliquer ce que nous pensons, ce que nous préconisons, et que peut-être même eux, à travers leurs questions, nous ouvrent les yeux sur des éléments et des paramètres qui nous échappent. Oui, et là, que répondez-vous à ceux qui estiment que vous étiez partis provoquer ces Togolais qui sont meurtris dans leur âme et qui ont quitté le Togo malgré eux? Vous savez, une rencontre dans une salle privée, à l'invitation de certaines personnes, n'est uniquement ouverte qu'à l'invitation de ces personnes-là. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui au Togo, vous avez des personnes qui sont peut-être même plus meurtries dans leur chair que certaines personnes qui sont à l'étranger. Ce n'est pas pour cela que si UNIR organise aujourd'hui une conférence de presse, ces personnes-là rentreront dans la salle pour dire, écoutez, voilà, moi je suis meurtri, donc je viendrai vous balancer des œufs. Il y a la liberté d'expression, d'opinion. Si vous n'êtes pas intéressé par ce que quelqu'un fait, ben vous n'y allez pas. C'est tout simple. Il y a une rencontre que quelqu'un organise, son débat ne vous intéresse pas, vous n'y allez pas. Vous imaginez ce qui se serait passé si nous avions porté plainte. C'est des Togolais aujourd'hui qui seront, parce que l'usage de la violence physique à l'encontre d'un citoyen est absolument condamnable dans ce pays-là comme il est dans notre pays. Aujourd'hui, nous aurons des Togolais qui seront actuellement peut-être aux arrêts et dans un autre pays où ils sont allés chercher leur pitance parce que nous n'arrivons pas à s'accepter. Si vous n'êtes pas intéressé, ou bien vous trouvez que les avis de cette personne ne vous intéressent pas, vous n'y allez pas. Imaginez si nous commençons aujourd'hui au Togo, cher ami, à ce que chaque fois qu'un politicien dit quelque chose, dans mon village, dans mon quartier, dans ma maison, ou bien à côté de ma maison, si je ne suis pas d'accord, je sors lui balancer des projectiles. On ira où? On va rentrer dans la guerre civile. Si chaque fois qu'un acteur politique dit une chose et que je ne me retrouve pas dedans, vous savez, les gens qui ont été meurtris dans ce pays, on en a de tous les côtés. On en a du côté de l'opposition, on en a du côté des gens aujourd'hui qui s'identifient au parti UNIR. Donc, en réalité, si on veut faire du règlement de compte systématique, si on veut justifier la violence, comme certains acteurs politiques l'ont dit, c'est que nous sommes en train de creuser la tombe de notre pays. Alors, mais quand même, par-dessus tout, M. Djeri Tama, vous êtes un acteur politique, ce n'est pas la première fois que vous partez en Europe pour rencontrer des Togolais, des compatriotes. Qu'est-ce que vous-même, en âme et conscience, cet incident vous a dit? D'abord, je l'ai banalisé. Quelles leçons tirez-vous? Non, d'abord, je l'ai banalisé, honnêtement. Comme ceux qui étaient là pouvaient automatiser, après, juste on allait boire une bière. Parce que vous savez, quand vous rentrez en politique, il faut être prêt à ça, c'est normal. En rentrant dans cette salle, je savais que les gens étaient violents. Vous ne pouvez pas rentrer en politique, comme je l'ai entendu, je ne m'apitoie pas sur mon sort. Vous rentrez en politique, vous savez que vous subirez l'adversité, vous savez que des gens qui ne vous connaissent pas vous traiteront de tous les noms. Non, je savais que ça pouvait arriver, qu'un jour, vous savez, qui suis-je à me plaindre pour des jets d'œufs alors que des présidents de puissance ont déjà eu des jets d'œufs sur le visage. Honnêtement, moi, je l'ai banalisé. Je suis allé boire une bière avec les copains, j'ai repris mon train et je suis rentré. Si vous lisez le témoignage que j'ai fait dans le train rentrant, j'ai dit je n'avais absolument aucune haine pour les gens qui ont été responsables de ça parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas la politique parce qu'ils sont malheureusement instrumentalisés par des discours de haine, des discours d'exclusion, des discours d'ostracisme. Et ça, en fait, ce qui m'a un peu plus choqué, c'est la réaction de la toile togolaise. Bien entendu, je remercie par votre truchement tous les acteurs politiques et tous les Togolais qui m'ont apporté le soutien. Mais c'est de nous rendre compte que la toile togolaise, dans une proportion assez inquiétante, justifie et même minorise en disant oui, mais il fallait le tuer, il fallait finir avec lui. C'est extrêmement grave. Si aujourd'hui, pour des opinions politiques, nous pouvons aller jusqu'à l'intolérance et jusqu'à l'appel même à la mort d'un acteur politique, ben, quel message nous envoyons à ceux qui sont au pouvoir? Quel message nous envoyons à ceux à qui nous voulons prendre le pouvoir? Si moi aujourd'hui, Djeri Tama, qui ne suis rien dans le système sécuritaire ou bien de gouvernance de ce pays, aujourd'hui, si Djeri Tama essaie de faire la politique, ben en fait, ça n'amènera pas l'alternance. Si moi, de mon petit niveau, je suis agressé pour mes opinions et que les gens trouvent que c'est normal
quel message on envoie à ceux qui sont pas au pouvoir? Oui, ça, vous l'avez condamné et c'est normal. Il ne faudrait pas que les gens, pour leur opinion, on puisse leur faire du mal. Alors, mais quand même, d'aucuns avaient dit la dernière fois, ils vous l'auraient quand même dit à tue-tête que vous êtes un pion du parti au pouvoir. Mais écoutez, à supposer, je dis une chose, hein. D'abord, c'est que, à supposer que je sois un pion du parti au pouvoir, est-ce une raison pour agresser quelqu'un qui soit un pion au pouvoir? D'abord, c'est ça. Deuxième élément, je vous mets au défi de trouver depuis 2012 que nous sommes entrés en politique, un seul discours, un seul propos, une seule position tendant à légitimer le pouvoir en place. Je vous mets au défi. Nous avons une position que nous avons toujours assumée. Si, par hasard, le gouvernement fait quelque chose que nous trouvons bien, excusez-moi du peu, je suis togolais, mais je dis c'est bien. Aujourd'hui, ils font l'électrification. J'aime moi-même une société d'énergie solaire parce que je trouve que c'est pas normal que plus de 110% de nos concitoyens à l'intérieur du pays n'aient pas d'électricité. Vous voulez que j'aille dire que non, monsieur Sfognazimbe, vous faites mal en faisant de l'électrification rurale? Je le dirai pas. Ceux qui veulent qu'on paye tout en noir dans ce pays, je le dis, non, moi je le ferai pas. Mais par contre, ce qui est de mon devoir, c'est de pouvoir régulièrement, en tant qu'acteur politique de l'opposition, dire, si moi j'étais au pouvoir, voilà ce que je ferais à la place de ceux qui sont au pouvoir, de façon à ce que nos concitoyens, s'ils trouvent mes propositions raisonnables, intéressantes et attrayantes, mais qui me donnent la liberté, la latitude de gouverner ce pays demain. Voilà. Mais maintenant, cette attitude qui consiste à dire, cette dictature de l'opinion, qui consiste à dire que toute personne qui a un avis qui soit différent d'un certain courant est un homme à battre ou est un laquais du pouvoir, me fait rire. Vous savez pourquoi? Il n'y a pas longtemps, une responsable d'un parti politique a dit sur des médias qu'un parti aujourd'hui qui est dans la coalition sera combattu comme unir et aujourd'hui ils sont ensemble. Donc cette histoire de dire que et c'est ça le jeu de vous, acteurs politiques dans le pays. Mais quand même, tout le monde joue à ce jeu. Oui, voilà. Sinon, quand vous prenez les 14 partis... Revenons au Togo. Oui. Vous êtes le plus souvent à l'intérieur du pays et vous frottez aux réalités que vivent les populations de l'intérieur, notamment en milieu rural. Oui. Alors ici, dans son rapport, la dernière fois par rapport à la cartographie de la pauvreté au Togo, a dit la pauvreté a régressé de 1,6% en 2017. Alors, est-ce que ce chiffre vous a satisfait? 1,6% pour les milliards investis, vous comprenez qu'il y a une énorme disproportion. C'est-à-dire le recul de la pauvreté peut être perspective d'un côté par les infrastructures, les investissements dans les infrastructures massives qui ont été faits. Il y a beaucoup de routes qui ont été débouchées, permettant cette fois-ci aux populations de pouvoir beaucoup plus vendre leurs produits. Il y a énormément d'efforts qui ont été faits dans l'accès aux intrants agricoles. Il y a énormément aussi d'efforts qui ont été faits dans ce qu'on appelle la microfinance aujourd'hui, qui permet aux populations d'avoir quand même un peu de ressources financières pour pouvoir faire des activités. Mais quand vous comparez les sommes investies, mais les sommes colossales, en allant du SCAP aujourd'hui au PND, vous trouvez quand même que la pauvreté ne recule pas assez. C'est-à-dire que nous avons quitté un taux de pauvreté de tout de 102% à l'arrivée de M. Sfognazimbe. Aujourd'hui, nous sommes donc à 53,8%, je ne sais plus. Mais quand vous prenez l'évolution du budget national, quand vous prenez les sommes faramineuses qui ont été investies dans la réduction de la pauvreté, c'est vrai que même si elle a reculé, il n'y a pas autrement, mais elle recule vraiment très, très, très difficilement. Timidement? Trop timidement. Quand vous regardez... mais est-ce que le panier de la ménagère ressent donc les effets de régression de la pauvreté? Mais vous savez, c'est des chiffres macroéconomiques. Quand on parle de chiffres macroéconomiques, ce n'est pas des choses qui sont perceptibles à l'œil nu. On prend des chiffres, on les additionne, et à partir de là, on prend une moyenne. Donc aujourd'hui, vous avez des gens au Togo qui vivent bien, il y a des gens qui ont amélioré leurs conditions, il y a des gens qui voient leurs conditions se dégrader de jour en jour. Maintenant, quand vous prenez cette moyenne, vous pouvez avoir un recul de la pauvreté. Justement, c'est ce que quelqu'un écrivait la dernière fois sur la réseaux sociaux en disant que quand on parle de recul de la pauvreté, c'est que les plus nantis deviennent insolemment nantis et les pauvres
végètent davantage dans la pauvreté? Non, je pense qu'il faut d'abord prendre compte les critères de l'étude faite par l'INSEE. Je ne pense pas qu'il s'intéresse qu'aux plus nantis. On prend une moyenne et cette moyenne-là traduit quand même, c'est ce que je dis, par rapport à certains efforts qui ont été faits dans le domaine de l'accès, par exemple, je dis infrastructure routière, inclusivité financière, et au niveau aussi de l'accès aux intrants, au niveau des agriculteurs. Il y a ces efforts-là qui induisent un léger mieux au niveau des populations défavorisées. Mais je le dis encore, quand on fait une comparaison entre les sommes englouties et la valeur de l'indice, on est quand même à oui, un taux assez mais faible. quand même, si nous prenons nos parents qui sont des paysans, des agriculteurs dans le Togo profond, en tout cas, ce n'est pas une année, 2 années, moi je l'ai constaté, les parents après les récoltes, alors n'ont plus les moyens pour pouvoir vivre aux dépens de ces cultures, c'est pour ça de ces productions. Alors, ils bradent, ils vendent encore ces céréales, disons ces produits-là, et reviennent encore à la case départ. Aujourd'hui, vous avez raison de dire que je suis dans le milieu. Aujourd'hui, il y a une pratique qui est malheureuse et sur laquelle l'État doit pouvoir faire un effort pour trouver une solution. C'est que au lendemain des récoltes, les paysans n'ont pas suffisamment de ressources pour conserver leurs produits jusqu'à peut-être le moment où les prix montent. Et c'est un certain consortium de bonnes femmes qui souvent viennent de Lomé, qui viennent acheter même parfois les produits Borchamp. Avec tricherie grave. À des prix défiant toute concurrence. Et aujourd'hui, il faut absolument trouver une solution pour mettre fin à cela, soit en mettant des ressources à la disposition des paysans au lendemain des récoltes, parce que c'est la période où ils ont vraiment besoin d'argent pour la rentrée des enfants et tout ça, ou bien alors en leur achetant à des prix acceptables les produits à la récolte, mais en leur laissant la latitude de les garder, le temps de bien les sécher pour les vendre, parce que en réalité, c'est cette spéculation malsaine-là qui mène nos populations, surtout nos populations rurales, dans une situation de précarité permanente. Donc ça, c'est une chose qui on fait cultive, on brade et on revient encore à la case départ. Donc c'est ce maillon-là qui manque en réalité, et je pense que peut-être je connais pas tous les contours du fameux projet MIFA, mais j'espère que le projet MIFA tient compte de ce paramètre. C'est que si les populations n'ont pas une garantie à la fin des récoltes de pouvoir vendre à de meilleurs prix leurs produits, elles se font complètement voler par des personnes qui, sans foi ni loi, écument les villages et les campagnes et achètent des produits à de très bas prix. Monsieur Djeritama, vous suivez l'actualité nationale et internationale de très près. Également, aujourd'hui, c'est l'affaire Bolloré. Les députés ont interpellé le gouvernement. Le ministre Nissa Ognonfam s'est expliqué en disant que il y a quand même un impôt de 14 milliards et une redevance de 84 milliards que le groupe Bolloré paye à l'État togolais. Est-ce que vous, en tant qu'acteur politique, en fouillant et en fouillant, vous avez pu découvrir quand même les traces de ces impôts payés également redevances? Non, d'abord, je remercie les députés qui ont fait ce pourquoi ils sont élus, à savoir contrôler l'action du gouvernement. Mais dans ce dossier-là, il faut aller plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on se limite uniquement à des déclarations. C'est pour ça que je crois que dans le fonctionnement du Parlement, il y a quelque chose qu'on appelle les commissions parlementaires indépendantes. Parce que s'il n'y a pas une investigation, on reste absolument à des déclarations. Je n'ai pas compétence à savoir réellement si les 14 millions ont été versés. Elles ont été versées quand, à quelle périodicité, ainsi de suite. C'est une commission parlementaire indépendante qui a la compétence et qui a le statut particulier qui lui permet de demander au Trésor public et au ministère des Finances, ainsi de suite, à avoir accès au dossier qui lui permet de savoir réellement si le contrat d'abord était régulier, si Bolloré honore ses engagements, ainsi de suite. Je crois que c'est la prochaine étape qui reste, c'est qu'il faut qu'il y ait une enquête indépendante du Parlement. Mais il y a aussi une autre voie, c'est ce que vous, les médias, vous devez pouvoir faire, c'est que parfois au Togo, on manque peut-être, à faute de ressources, des journalistes d'investigation. Parce que dans beaucoup de pays, les scandales viennent des journalistes d'investigation. Il y a possibilité aussi que des journalistes d'investigation fassent de l'investigation, fassent ressortir les éléments qui peuvent étayer... Il y a quand même des confrères togolais qui travaillent. Bon, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est hypothèse numéro 1, commission indépendante parlementaire, ou alors un journaliste d'investigation qui fait ressortir les éléments qui permettent d'étayer les accusations ou bien les propos des députés
députés à l'Assemblée nationale ou qui confirme les propos tenus par le ministre. Oui, mais le ministre estime que c'est une affaire franco-française et que le Togo n'est pas du tout concerné. Non, le Togo sera concerné dès que quelqu'un porte plainte contre Bolloré au Togo. Et ça... Est-ce que forcément au Togo, mais c'est le port du Togo ou bien les terminaux à conteneurs du Togo et de la Guinée qui sont cités dans l'affaire? Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une affaire qui est portée devant la justice française. Oui. La justice française peut demander la collaboration des autorités togolaises pour cette enquête. Bon, maintenant, s'il y a une obstruction des autorités togolaises pour l'enquête, en ce moment-là, nous pourrions dire que il y a un problème de refus de coopérer avec la justice française. Mais je parle aussi de la souveraineté des pays. Au Togo ici, si des personnes trouvent qu'il y a délit ou bien une infraction, soit au code des investissements, en réalité, une personne peut se porter partie civile et porter plainte contre Bolloré au Togo. L'ennui, c'est qu'une affaire ne peut pas être constitutive d'une infraction tant qu'elle n'est pas portée devant les juridictions. Donc, pour le moment, elle est portée devant les juridictions françaises, donc elle est française. Le jour où elle sera portée au Togo, elle deviendra togolaise. Mais le groupe Bolloré réalise chiffre d'affaires au-delà de 370 milliards et puis finalement, c'est quelques milliers de redevances qu'on paie à l'État togolais. Oh, il doit exploiter notre port jusqu'à 35 ans. Oui, ce que nous déplorons, c'est qu'au Togo, on n'a pas mis suffisamment de l'investissement local. Tout à l'heure, on parlait de la corruption et c'est de ça qu'ils sont en train de parler. Si on regarde l'argent que les barons mettent de côté, je pense pas que quand on nous parle de 300 milliards, c'est 300 milliards qui dépassent des Togolais qui puissent le mettre ensemble pour, par exemple, gérer le port de l'eau de Lomé. Donc des barons togolais peuvent se mettre ensemble pour gérer le port de Lomé. Mais bien sûr, et ceci, quel que soit, même si à la limite il nous vaut l'argent revient au Togo. C'est ça le problème, c'est que aujourd'hui, quand vous prenez même la plupart des secteurs de l'économie togolaise, ces secteurs-là sont tenus par les étrangers. Vous prenez la JET, la plupart des grandes entreprises togolaises sont tenues par des étrangers. Le jour où nous nous amusons dans ce pays pour dire nous renvoyer tous les étrangers, nous allons manger des cacahuètes du matin au soir. Parce que l'ensemble de notre tissu économique, c'est un malheureux, mais il faut le dire, est tenu par des finalement, c'est le néocolonialisme alors. Ce n'est pas du néocolonialisme, c'est nous qui... Pourquoi on cède tout ça aux étrangers? Non, c'est pas qu'on cède tout ça aux étrangers, c'est que nous avons échoué dans la gestion interne de nos ressources. Prenez les 80 glorieuses, à l'époque, quand il y a des mal dans les années 80, ouvraient des usines de gauche à droite. La seule qui a résisté depuis, c'est la sucrerie de Danier. Pourquoi? Parce qu'elle est tenue par des Chinois. En réalité, c'est que nous avons multiplié les usines, on a fait faillite dans ces usines et nous avons été obligés, soit par des politiques de régissement structurel ou bien par la force des choses, de confier ces usines à des expatriés qui arrivent à les maintenir. Donc, c'est à nous de nous poser la question sur notre capacité à gérer nos pays au lieu de dire qu'il y a du néocolonialisme. On a forcé aucun... Est-ce que cet état de choses serait une illustration de la mauvaise gouvernance dans le pays interne? Bien sûr, c'est par là. Pour pouvoir répondre amplement, nous allons marquer la pause et on revient tout de suite. Audi Actu, toute l'information en temps réel sur les 96.3 Victoire FM. Retour donc en studio avec notre invité, monsieur Jerry Tama. Et tout à l'heure, je posais la question de savoir si aujourd'hui, que ce soit Ouassem, ce sont les Indiens qui sont là-bas, que ce soit Raïdé, en tout cas Skalmin Togo, ça ce sont les Allemands. Le port autonome, c'est le groupe Bolloré. Partout, ce sont des étrangers. Est-ce que cela ne traduit pas un esprit de mauvaise gouvernance en interne? Oui, c'est la mauvaise gouvernance. Le problème, on a un problème principal au Togo. C'est pas qu'il n'y a pas de compétences. Ou bien ce sont des investisseurs? Non, c'est pas qu'il n'y a pas de compétences. On a des compétences, que ce soit localement ou bien à la diaspora. Mais c'est que malheureusement, notre système fait qu'il faut avoir un certain alignement, il faut avoir une certaine acquaintance pour pouvoir absolument faire partie du système. Et ça joue un sérieux problème à la prise de décision, bien à la prise de responsabilité. Le deuxième élément aussi, c'est les fonds d'investissement. C'est-à-dire que les fonds d'investissement pour créer une usine comme Scanberg et tout ça, c'est des fonds d'investissement qui sont très importants. Et je le disais, aujourd'hui, il n'y a pas une vraie épargne au Togo. C'est l'épargne publique nationale qui permet de soulever les fonds pour pouvoir investir autant de sommes. S'il n'y a pas d'épargne nationale, parce que la plupart de ceux qui ont l'argent dans notre pays épargnent à l'étranger. Oui. Ce qui se passe en réalité, c'est que les gens prennent l'argent du Togo, vont épargner à l'étranger. Et l'étranger prend maintenant cet argent-là pour
pour revenir réinvestir dans notre pays. Sous forme de prêt. Sous forme de prêt, ainsi de suite. Donc, en réalité, si nous n'avons pas confiance en nos compatriotes et que même les peu de compatriotes qui ont des ressources ne sont pas accompagnés parce qu'il n'y a pas de finances, ben aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation où c'est les étrangers qui détiennent l'économie à plus de 90% de l'économie togolaise. Et ceci est très inquiétant parce que d'un côté, la plupart des bénéfices sont expatriés, rapatriés à l'extérieur. Donc, les bénéfices de la plupart de ces grandes sociétés-là, en dehors de leur apport au budget national et au trésor, ne profitent pas aux Togolais. C'est-à-dire que il n'y a pas eu un investissement alternatif sur le sol togolais. Et le second élément, c'est que il y a aussi, si vous regardez dans ces sociétés-là, les cadres de haut niveau viennent de l'étranger. Donc en réalité, ça, c'est aussi un gros manque à gagner. C'est à nous de corriger le tir. Ça dit que nous n'avons pas de compétences locales. Nous avons des compétences locales, mais c'est qu'on les met pas devant, on les valorise pas. Et tant qu'on les valorise pas, et tant qu'elles n'ont pas les ressources, vous savez, moi je suis dans le domaine agricole où aujourd'hui l'investissement est le plus important. On verra avec la MIFA. Dans le domaine agricole, pour investir par exemple pour une usine, c'est à peu près des millions, c'est des centaines de millions. Et l'étranger qui va arriver avec un fonds d'investissement étranger vient avec ces centaines de millions investis facilement, alors que le Togolais qui va chercher dans une banque la centaine de millions, si vous voyez le nombre de papiers qu'on va lui demander, il ne les trouve pas. On demande même un titre foncier. Moi, je suis originaire de où j'ai des terrains assis ou là-bas, mais qui ne valent pas un clou. Donc, en réalité, c'est un problème qui se pose et j'espère qu'avec, par exemple, la MIFA en ce qui concerne le domaine agricole, on va pouvoir régler ces problèmes. On a des compétences, mais qui ne sont pas valorisées, faute de ressources, faute d'accompagnement et faute de protection. Le dialogue inter-togolais, oui, 4e round a eu lieu la dernière fois et le communiqué final, mais c'est aujourd'hui la pomme de discorde entre le parti au pouvoir et l'opposition. Monsieur Jerry Tama, alors, comment appréciez-vous tout ce qui se passe, tout ce tintamarre autour du communiqué final? C'est un flou organisé, parce que quand vous lisez le communiqué, vous ne comprenez pas grand-chose. On veut suspendre le processus. On suspend et à la même occasion. Les élections au mois de novembre, soit dans 4 mois. La CENI dit en règle générale qu'elle peut organiser des élections au minimum dans un délai de 3 mois. Minimum, c'est vraiment le minimum requis. On n'a encore fait aucune réforme, alors que les réformes, elles ont besoin d'être faites. D'abord, il faut qu'on propose des textes qui soient au minimum consensuels, qu'on puisse les adopter, et ainsi de suite. Donc, c'est quand même une sorte de bizarrerie qu'on ne comprend pas. Je crois que les facilitateurs ont voulu prendre langue avec les protagonistes pour pouvoir justifier les recommandations qu'ils vont nous faire à la fin du mois de juillet. Parce que en réalité, quand j'entends que les facilitateurs ont voulu prendre les préoccupations des protagonistes, mais qu'est-ce qu'ils faisaient donc depuis janvier, si ce n'était pas prendre les préoccupations des protagonistes? Donc nous avons livré, et ça c'est la responsabilité des protagonistes, nous avons livré notre pays à la décision de la CEDEAO, parce que nous n'avons pas été en mesure de nous entendre, et la solution que la CEDEAO nous proposera ne sera intéressante pour aucune des parties. Mais la grande inquiétude que je me pose... Et puis aujourd'hui, voilà un simple communiqué final ayant sanctionné les travaux. Les gens sont à couteau tiré sur le fond du communiqué. Parce que depuis le début, les gens sont restés sur des positions complètement opposées les unes des autres. Et à partir de cela, si vous avez des propositions qui sont inconciliables, vous obligez le facilitateur désigné à venir vous imposer des décisions. Et c'est ce que nous sommes en train de constater. Malheureusement. Nous livrons notre pays qui est souverain quand même, mais nous le livrons. Oui, mais qui pourrait normalement donner le ton pour que les Togolais s'asseyent autour d'une table eux-mêmes? Écoutez, si nous ne sommes pas dans ce pays après plus de 50 ans d'indépendance, si nous ne sommes pas en mesure de nous asseoir, de trouver des sages, de trouver des personnes ressources, que ce soit des religieux, de la société civile, pour encadrer un débat politique national, pour trouver des solutions qui sont supposées aller à l'avantage et à l'intérêt du peuple togolais, c'est qu'il faut qu'on change de métier. Bien sûr. Oui, mais M. Jerry Tama, certains d'aucuns avancent qu'il y a le parti uni qui veut, coûte que coûte, conserver le pouvoir. Il y a la coalition qui veut, coûte que uni dégage. Oui, en fait, les deux sont dans leur position. Maintenant, c'est le comment qui change les choses. Que le parti qui est au pouvoir veut conserver le pouvoir, c'est le propre de tout parti politique, on ne peut pas leur en vouloir. Que l'opposition cherche à prendre le pouvoir, c'est le propre de l'opposition, on ne peut pas leur en vouloir. Mais c'est le cheminement qui pose le problème. Nous avons, je le dis encore, décidé de choisir la démocratie comme mode politique et nous sommes obligés de rester dans le cadre de cette démocratie-là pour faire avancer les choses. Il y a des insuffisances notoires importantes dans le cadre électoral. Nous avons une constitution qui est imparfaite.
imparfait plutôt, ben, en réalité, et la constitution qui est imparfaite et le cadre électoral qui est déficient, nous aurions pu, depuis le début de cette crise, depuis le 5-6 septembre, où le gouvernement a fait une proposition de loi, un projet de loi à l'Assemblée, nous aurions pu nous asseoir, nous regarder dans les yeux pour faire avancer les choses. Aujourd'hui, par exemple, la coalition propose 5 points. Qui considère comme essentiel. Mais vous imaginez, le gouvernement proposait 3 articles. Vous imaginez que si déjà le 6 octobre, on avait dit, OK, vous nous proposez 3 articles, nous on propose 5 points, on aurait beaucoup avancé. À l'époque, nous qui disions que allons plutôt prendre les propositions de loi de l'ADI, du CAR et de l'ANC pour pouvoir les opposer avec les propositions de l'Union. On était traités de tous les noms parce que nous ne crions pas le retour à la Constitution de 92. Ce n'est pas pour tirer le droit sur nous, mais nous pensons qu'aujourd'hui que les positions avancées, quand vous prenez le communiqué des facilitateurs, ils disent qu'ils engagent les acteurs politiques à trouver des solutions avant le sommet. Donc aujourd'hui, on nous demande tout simplement de nous asseoir, de trouver le moyen de nous asseoir, trouver des passerelles pour discuter. Donc cela voudra dire que techniquement, on peut aller aux élections en novembre? Non, techniquement, on ne peut pas aller aux élections en novembre si on ne fait pas les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Donc les réformes s'imposent avant d'aller aux élections. Bien sûr, les réformes s'imposent. Là, clairement, les prochaines élections législatives, on doit y aller au moins à 2 tours? Les prochaines législations, comme le NED le propose, c'est les élections à 2 tours. Et les élections, parce que c'est ce qui est écrit sur la Constitution d'ailleurs, les élections présidentielles doivent être à 2 tours. La limitation de mandat doit être actée avant même toute élection dans ce pays, parce que c'est, je pense, un impératif national. Et à partir de cela, mais tout ce que nous lisons là, on peut le faire en une journée. C'est possible? Bien sûr, on peut le faire. Le cadre électoral, les réformes institutionnelles, constitutionnelles? Tout le monde connaît le contenu. On peut le faire en une journée pour peu qu'il y ait une volonté politique des 2 protagonistes. Mais malheureusement, le ministre Trimon invite Mme Adjamagbo à rejoindre la CENI. Sinon, où est-ce qu'elle a trouvé les 9 mois? La question de CENI, à mon sens, je le répète toujours, et on a toujours, depuis l'APG, organisé des élections avec une CENI qui a toujours été consensuelle. Je répète que la composition de la CENI est consensuelle. C'est pas la CENI qui pose un problème. Une émanation de l'APG. C'est pas la CENI qui pose un problème, c'est la confiance entre les acteurs. Sinon, la CENI aujourd'hui, telle est composée, elle permet à l'opposition d'être représentée partout du bureau de vote à la CENI en passant et à la CENI en passant par la CENI. Vous avez un délégué à la CENI. Oui. Madame Adjamagbo dit que la CENI travaille en sourdine, en catimini. Moi, je ne suis pas au courant. Je sais que les travaux de la CENI sont suspendus. S'il y a un travail qui se fait en catimini, je ne suis pas au courant. Monsieur Christian Trémois dit, si jamais l'opposition se hasarde à manifester à l'intérieur dans les villes assiégées, c'est à leur risque et péril. Monsieur Trémois n'est pas constitutif de la constitution togolaise. Il n'est pas celui qui applique les libertés fondamentales dans ce pays. Je pense que c'est un conseil du chef de l'État. Bon, maintenant, après, il donne peut-être son avis. Je pense que les facilitateurs étaient clairs. Il faut donner les moyens à l'opposition de manifester partout. Parce que je dis, si le président de la République a pu aller rendre visite aux gens à Sokodé, alors qu'il y avait cette menace... Et il était même parti sur les lieux où il y a eu les drames, voilà, etc. Donc ça veut dire que tout le monde peut aller manifester à Sokodé. Il est du devoir des forces de sécurité de prendre les mesures pour que la sécurité de tout le monde soit garantie lors de cette manifestation. Oui, mais quand même, les propos du ministre Christian Trémois ont été très durs. Les propos du ministre Trémois ont été excessifs. Excessifs. Voilà. Et ça veut dire que si l'opposition appelle à une manifestation dans ces coins-là, quelqu'un viendra pour faire le carnage? Non, je pense que la responsabilité de la sécurité de toute manifestation incombe aux forces de l'ordre avec la collaboration des organisateurs. 22 21 80 99 92 02 80 63. Le premier intervenant en ligne, c'est pour une question, bien sûr. Pas de propos grossiers, soyez beaucoup plus responsables. Pelé, bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons, Pelé. Président, bonjour. Bonjour. Oui, bon, nous condamnons ce qui est arrivé chez vous. Fermement, nous voulons un combat d'idées, non pas un combat physique. Merci. Ce que moi je dis, nous sommes en politique. Vous avez droit, c'est votre opinion d'exprimer ce que vous dites. Mais une fois, je vous ai posé une question à une radio. Qui sont vos adversaires politiques sur le terrain? D'accord. Vous, monsieur Kokou, bonjour. Bonjour, monsieur Jachin. Oui. Salut, notre invité. Bonjour. Oui. À l'approche des élections présidentielles de 2015, l'opposition avait fait appel à l'OIF pour qu'on vienne réviser le fichier. Le gouvernement a appelé l'OIF pour venir consolider le fichier. Et quand les experts étaient là, ils ont dit que le temps qui est là ne leur permet pas de réviser le fichier. Donc, on va
procéder à la consolidation. C'est ça qui a été fait. Et que la révision demande plus de temps, plus que 6 mois même. Maintenant, M. Diritama, moi je vais vous poser en tant qu'acteur politique, est-ce que vous, en votre âme et conscience, comme vous venez de le dire, qu'on peut tout faire en une journée, et les révisions et tout là, vous êtes sûr? Merci beaucoup. D'accord, bien noté. Cher ami, Jacques, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Non, moi, c'est juste pour féliciter monsieur Diritama. Merci. Qui est resté toujours constant dans ses propos. Et, c'est juste pour le féliciter. D'accord, merci. Courage. Merci beaucoup, Jacques. Et très bonne journée, toujours sur Victoire FM. La 96.3, allô? Allô, bonjour. Oui, monsieur comme la vie. J'aimerais saluer notre invité ce matin. Bonjour. Monsieur le Président, soyez rassuré. Aujourd'hui, les gens ne vous considèrent pas à vos propositions. Mais j'espère que les techniciens de la Victoire FM sont en train d'enregistrer cette émission. Un jour, le limitant du TMP de l'ANC va vous appeler pour payer de la bière parce que vous avez dit la vérité. Après 5 ans, de 6 ans, on a toujours dit ça depuis 20 ans, la même chose, il ne veut pas changer. Aujourd'hui, ceux qui vous agressent, parce qu'on l'a mis dans leur tête qu'ils vont tout faire sans les urnes. Je pense qu'il est temps qu'on puisse vraiment avancer. Mais je voudrais savoir, si entre vous, même l'opposition, vous vous attaquez comme ça, est-ce que vous êtes sûr de sauver ce pays, comme vous le dites? Vous êtes sûr de le mettre mieux que le pouvoir en place aujourd'hui? Bien noté, monsieur comme la vie. Et le dernier intervenant que nous allons prendre maintenant, allô? 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 Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, c'est M. Boris de Dieu. Oui, nous écoutons M. Bordi. Bon, l'autre fois, il y a un leader qui était venu sur votre radio. Il disait que il y a 5 ans, il devait être ceux qui, c'est-à-dire, volent les choses de l'État, les dirigeants qui s'accaparent de bien ces là. Oui. 5 ans après, on ne doit plus les inquiéter. Oui, si vous arrivez à piller les données de l'État et que 5 ans après, on n'a intenté aucune action contre vous, alors votre crime économique est prescrit. Oui, je voulais demander à M. Diritama, en tant qu'acteur politique, il n'y a pas d'autre moyen pour les pointer à ce moment, pour, c'est-à-dire ne pas attendre les 5 ans écoulés avant de chercher à les conseils. D'accord, bien noté, cher ami. Et le dernier des derniers, c'est Aristide. Bonjour. Oui, bonjour, Victoire FM. Oui. J'aimerais d'abord exhorter la classe politique togolaise à faire la politique autrement. C'est-à-dire, dans les pays comme la France et autres, vous allez voir que les acteurs politiques fassent tout toujours pour trouver les failles et profiter des propos et des situations. Il y a des gens qu'on arrête dans les quartiers et on relève leurs empreintes. On en a parlé sur les réseaux sociaux un peu partout. Ils n'ont rien dit. Mais je veux que M. Diritama, en tant que jeune acteur, les propos qu'il tienne, la plupart de ses propos offensent le peuple togolais parce qu'on a l'impression qu'il fait la propagande du parti uni. Je veux qu'il reste ferme et sur un point droit dans ses bottes. Il faut les réformes sont indispensables aux élections. Je vous remercie. Bonne journée. Vous l'avez écouté. Non, mais je pense qu'il faut que je m'exprime peut-être dans une autre langue, parce que pour nous, la question de réforme, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le centre de nos propositions, les réformes constitutionnelles. On doit les faire, on doit les opérer avant. On doit les former avant toute autre élection. Donc ça ne change pas. Je ne sais pas dans quelle autre langue je dois le dire, mais elles sont obligatoires pour notre vivre ensemble, pour l'unité de ce pays. Il faut qu'on fasse les réformes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres moyens par lesquels on peut coincer les pilleurs impunis? D'abord, c'est que le chef de l'État lui-même a dit, il y a quand même une minorité qui s'en a pas donc des... Non, d'abord, c'est peut-être, parce que ce qui passe, c'est ce qu'on appelle des délais de prescription. C'est peut-être prolonger les délais de prescription. Je pense que pour des crimes de corruption, les délais de prescription peuvent être plus avancés. 5 ans, c'est trop peu. Parce que le temps de fouiller, te rendre compte qu'il y a des malversations, 5 ans c'est peu. Et puis je crois qu'il faut que la commission d'abord anticorruption et notre justice fasse le travail avec la collaboration de l'ensemble des acteurs. Ce qui se pose, c'est que s'il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de... la justice ne s'auto-saisit pas souvent. Donc aujourd'hui, il faut que... Oui, pourquoi la justice togolaise ne s'auto-saisit pas par rapport à des crimes économiques? Parce que ça reste des allégations et que, en réalité, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait le courage de porter plainte
plainte. Oui, mais par rapport au cas Bolloré, c'était des allégations. Mais aujourd'hui, la justice s'est impliquée fortement. En France, il y a une plainte. Il y a une plainte de Progressa et de Saga qui fait que le Bolloré aujourd'hui a des problèmes en France. Au Togo, on n'a jamais eu de plainte contre X pour des malversations financières, ce qui fait que il n'y a pas de dossiers qui sont ouverts. Mais quand même, parfois, les révélations des médias sont mais les révélations des médias ne suffisent pas pour ouvrir. Il faut absolument que quelqu'un ose porter plainte. Et c'est en cela que normalement les associations et la société civile doivent être importantes. C'est-à-dire qu'il faut que la société civile, par exemple, et pour cela je prends les déboires que M. Depasser Edo a aujourd'hui. Là, je pense et on l'invite à la justice aujourd'hui et puis mercredi. Donc voilà, je lui apporte mon soutien d'ailleurs. Et c'est un expatrié qui vient maintenant mener la vie dure à un compatriote qui dénonce le mauvais traitement infligé donc aux concitoyens. Oui, mais c'est en cela, c'est ce que dit qu'il faut que on arrive à porter plainte, et quand la plainte est postée, en ce moment-là, la justice peut se saisir du dossier. Je pense que le passeur Edo fait suffisamment bien son travail. Après, ça permet à la justice de pouvoir trancher. Donc, il faut qu'on puisse porter plainte pour pouvoir mettre un terme à ces malversations, parce que s'il n'y a pas de plainte, la justice ne peut pas s'auto-saisir. Il faut que des gens, par exemple, les malversations qui se passent dans l'administration, ne comptez pas sur l'administration pour porter plainte. Elle va prendre des mesures internes, mais c'est tout. Pour protéger les pilleurs. Mais maintenant, si une association porte plainte, en ce moment-là, un dossier peut éventuellement être ouvert. Le dossier peut éventuellement. Mais il faut prolonger, à mon sens, le délai de prescription. Mais M. Komlavi lui dit, d'ici 5 ans, peut-être les Togolais militants du PNP et de l'ANC vous achèteront de la bière. Mais quand même, êtes-vous sûr que l'opposition, telle que les choses se passent aujourd'hui, ferait mieux que le parti au pouvoir? Non, accédez au pouvoir. Je pense que nous sommes dans une opposition plurielle. Ça, c'est ce que nous défendons. C'est-à-dire qu'il y a une diversité d'opinions. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire si nous ferons mieux ou pas, parce que l'opposition n'a jamais été au pouvoir. Et nous constatons que, quels que soient les cas, l'alternance crée une nouvelle dynamique. Il y a de nouvelles personnes qui viennent aux affaires. Il y a une redistribution des cartes. Aujourd'hui, ce que nous reprochons, c'est qu'il y a une minorité qui est quasiment la même, qui prend la majeure partie des ressources du pays. Donc, ne serait-ce que par la nouvelle dynamique que l'alternance apporte, ne serait-ce que par la redistribution des cartes que l'alternance apporte, forcément, il y aura un mieux pour les Togolais. Ah oui, est-ce que, M. Djeri Tama, vous êtes sûr qu'on peut opérer les réformes même en un seul jour, comme vous l'avez voulu? Non, ce qu'il faut dire à notre ami, c'est qu'en 2015, on faisait une révision du fichier électoral. Cette année, c'est un recensement qui va mettre en place un nouveau fichier électoral. Donc, il faut dire aux Togolais que chaque fois qu'on fait... On ira acheter 2 nouvelles machines pour pouvoir faire le recensement général. Mais bien entendu. Dans les anciennes machines où peut-être il y avait déjà des programmations. Dans les CLC, vous avez 5 personnes, 2 de l'opposition parlementaire, 1 opposition de l'opposition parlementaire, 2 du parti au pouvoir. C'est ces gens-là qui sont dans les bureaux de vote avec l'appui des personnes ressources qui font le recensement. Les machines ne sont que des objets de traitement de données. Il ne faut pas responsabiliser les machines. Ces machines ont été déjà programmées. Bon, non, c'est ce que je dis. Parce qu'en réalité, pour régler ce problème-là, c'est pour ça qu'on a dit qu'il faut faire l'affichage des listes électorales. Et malheureusement, les Togolais ne participent pas au travail qui consiste à aller regarder les fiches électorales et dire, écoutez, il y a telle personne-là qui n'est pas dans notre quartier, c'est un Ghanéen, c'est un Béninois, c'est un enfant de 18 ans et de 12 ans. Oui, mais si vous dénoncez, vous pensez qu'on prend cela en compte. Mais la question, au niveau de la base de données. La question, c'est que ça a été le code électoral est clair. Une fois que les fiches électorales et les listes électorales sont affichées, on a un délai de 112 heures pour faire les recours qui sont pris automatiquement par la CELI concernée. Malheureusement, nous ne le faisons pas. Le problème n'est pas de dire qu'on ne le fait pas. C'est qu'il faut essayer. Moi, je dis, avant de condamner quelque chose, il faut... c'est que les CELI ne donnent pas une suite favorable aux plaintes ou, disons, aux requêtes des gens. Ce qui manque à notre niveau aujourd'hui, c'est que nous disons parfois, sans amener les éléments constitutifs de ce que nous disons. Je veux bien qu'un parti politique, et je reconnais que même nous, notre parti ne le fait pas, qu'un parti politique dise, écoutez, en 2015, nous avons relevé sur la liste de tel bureau de vote, il y avait 5 personnes, nous avons apporté le recours au niveau de la CELI et ça n'a pas été pris en compte. C'est ce qui nous manque. C'est-à-dire que nous accusons sans malheureusement, et je dis, nous sommes nous aussi fautifs, apporter les preuves de nos accusations. Donc, c'est une invitation vous lancer à tout le monde quand on sera dans la phase de recensement, si les gens constatent des doublons et autres, il faut porter plainte. Il faut porter plainte, il faut les relever et les faire savoir. Sinon, si on ne s'associe pas au processus, on trouvera toujours que le processus est-ce qu'on aura un accusé de réception de ces plaintes? Si ce n'est pas le cas, en réalité, on peut remonter même l'information jusqu'à la Cour constitutionnelle. Alors, mais les réformes pourront être faites en un seul jour? Les réformes seront faites si les acteurs politiques sont volontaires et veulent changer. Tout le monde sait ce qu'on veut changer au Togo, c'est juste une question de volonté politique. Qui sont vos adversaires pour
Mes adversaires politiques, c'est ceux qui dirigent le pays depuis des dizaines d'années, qui ne font pas changer le pays. Mais pour moi, tout extrémisme est condamnable. Mais vous êtes footballeur? J'adore le foot. Vous adorez le foot? J'ai regretté l'élimination de Messi, mais bon, c'est pas grave. L'élimination de Messi, qui n'a rien foutu. Qui n'a rien foutu, malheureusement. Il est parti. Et Cristiano Ronaldo l'a rejoint. Heureusement d'ailleurs. Ah, malheureusement, mon cher ami qui est de quel pays là? Celui qui a fait le doublé hier. Malheureusement, lui aussi, il est blessé, mais son pays est qualifié pour les quarts de finale. Je vais y revenir. Merci, monsieur Girita. C'est moi qui vous remercie. Bien de choses à tous ceux qui nous ont écoutés. Voilà, messieurs, dames, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous qui vous avez prêté votre oreille attentive. Mais n'oubliez pas, ne quittez non plus la fréquence. Tout à l'heure, sous le coup de 10h, temps 9h, Jacob Ahama sera là pour le journal à lever. Mais à 10h, c'est la coordinatrice de la coalition, Madame Brigitte Kafia Djamabo Johnson, qui sera reçue. Et là, vous aurez également le temps de poser des questions quand elle sera ensemble avec Jacob Ahama. Excellente semaine et pourquoi pas un très bon mois de juillet à toutes et à tous.